l'idée que tout le monde peut avoir, enfin tout le monde, certaines personnes peuvent manier la force sans forcément être entraînées, c'est ça que tu voulais dire. Je suis pas d'accord, tu dis que c'est dans ce film-là qu'on l'apprend, ça y est, c'est un truc nouveau. Non, déjà dans l'épisode 4, Luke détruit l'étoile noire grâce à la force. Non, mais on revient à ça, c'est ça qu'il veut dire. Mais on revient à la base en fait. Dans la menace fantôme, Anakin Skywalker gagne la course de pod race grâce à la force. Alors qu'il n'a jamais été entraîné. Ça a toujours été c'était peut-être plus subtil avant, mais c'était toujours là. Mais c'est des personnages la différence, c'est que c'est la famille Skywalker, quoi. Voilà, c'est la famille toujours Skywalker. dans la famille Skywalker. Là, on te dit bien que Rey, ce n'est plus une Skywalker, et ce petit garçon, à la fin, il est générique. On te dit que Rey, c'est plus une Skywalker. Nous, on sait jamais, c'est pas encore sûr. Oui, mais là, dans celui-là, on peut avoir le jeu, c'est ton père. C'est pas confirmé, là, ici. D'accord. C'est le seul truc qu'ils ont pas encore copié. Luke Fantôme, je vois très bien. Admettons. Je vois très bien Luke Fantôme revenir voir Rey et dire ah bah en fait je suis ton père, mais bon sous un certain point de vue j'avais raison. Ouais, d'accord, admettons. Un certain point de vue. Tout dépend d'un certain point de vue. Et au-delà de ça, tu as ce petit garçon qui est très générique, qui est le nobody quoi, qui lui te dit le générique. Mais encore une fois non, dans l'épisode 4 au moment où c'est sorti au cinéma, Luke Skywalker c'était un nobody. Personne savait que c'était le fils de Dark Vador, personne savait que la lignée Skywalker était incroyable. On savait juste que son père c'était un Jedi, mais il s'est fait buter. Dans l'épisode 4, on dit qu'il s'est fait buter par Dark Vador. Voilà. Ah oui, c'est un nobody. Le père de Luke. Luke, il sort du tréfonds du désert de Tatooine, c'est quelqu'un qui voilà, il a rien pour lui. Et merde, c'est le même cas. D'accord. C'est la même chose avec Rey. Ben non. Si. Non, parce que c'est le fils de Dark Vador. Ouais, c'est quand même Skywalker. C'est ou lui l'élu ou son père. Vrai, pour l'instant, ça peut changer, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est pas confirmé, mais il y a le petit garçon à la fin qui lui n'est rien du tout. En tout cas, dans la pub Volkswagen. Je pense que dans l'esprit, en tout cas, de Rian Johnson, c'est le cas. Après, peut-être que vu que J.J. Abrams va reprendre le scénar et la réal, peut-être que ça va changer. Ouais, c'est ça qui me fait peur. Moi aussi. Moi, j'ai très peur de ça, justement, parce que Rian Johnson, il a fait son petit film, là, tranquille, cool, c'est super, il a détruit tout ce que J.J. Abrams a voulu construire dans son premier film. Moi, j'ai peur. À construire de quoi? Moi, j'ai copié. Mais il a quand même eu le. Il a quand même créé de nouveaux personnages, voilà. Alors, ils étaient peut-être vides à ce moment-là, ok, mais il avait créé de nouveaux personnages. Ça sert à rien d'avoir de nouveaux personnages si l'univers. Il avait J.J. Abrams, même s'il avait recopié les enjeux des précédents films, il avait quand même mis en place des enjeux qui ont été totalement abandonnés dans le film 8. Et là, J.J. Abrams qui va revenir aux commandes de l'épisode 9, j'ai l'impression je suis pas d'accord. qu'on va tourner en boucle. Je suis pas d'accord. L'enjeu de Kylo Ren, il est complètement conservé. Voilà, au contraire, il évolue. Pour moi, c'est la trilogie de Kylo Ren pour l'instant, quoi. C'est lui le personnage intéressant. Ah ouais, carrément. Pourquoi pas, mais le problème c'est que c'est pas le personnage tu l'aimes, Kylo Ren. Dans la manière dont c'est putain, mis dans en le 8, scène, dans le 8 il est principal avec Rey. Je pense qu'il a son temps à l'écran il prend toute son ampleur avec Rey. C'est limite le personnage, c'est même le personnage où tu te dis c'est presque le nouveau Dark Vador, c'est-à-dire c'est le méchant qui est plus intéressant que le gentil. Le problème c'est qu'il n'y a aucune consistance d'un film à l'autre. Il n'y a pas de cohérence, enfin de la cohérence scénaristique, il y en a. Ah oui, ça. Dans le récit, non, dans l'histoire il y a de la cohérence, mais dans le récit, dans la manière dont c'est écrit, il n'y a aucune consistance, aucune cohérence. Mais ça c'est le problème d'avoir prévu une trilogie sans prévoir le fil rouge. En même temps. Ça c'est un gros problème. Moi je suis en BD ou en série, je suis pas contre quoi. Lost ou Doctor Who, c'est souvent écrit comme ça quoi. C'est-à-dire on avance, on sait pas où on va, mais on lance des idées et on essaye au maximum de les rattraper. Si on les rattrape pas, tant pis. Après, faut savoir le faire. Et puis après, il y a aussi des trucs, c'est que si c'est un même scénariste qui va se mettre des pièges et qui va se démerder dans l'épisode suivant à s'en sortir. Tu peux mettre des pièges à notre scénariste, c'est le principe Kadraveski. Ça peut être un mec certes, mais ça peut être un mec qui est habitué ça aussi, tu vois, et qui se connaît, qui sait que ce genre de truc là, il se démerdera à trouver un truc. Et il y a une façon de voir les choses qui peut être très différente. Et à Hollywood, c'est encore beaucoup plus compliqué. Déjà, ils changent de scénariste, du coup, de réalisateur. Mais en plus, il y a les producteurs derrière qui, si ça se trouve, ils leur refusent des trucs, ils leur refont faire des trucs. Donc du coup, si déjà t'as pas un truc de base qui va pas trop changer... Même sans ça, je suis d'accord avec toi, mais même sans ça, déjà, quand tu fais une trilogie, tu sais que t'as que 3 tomes. Quand tu fais une série, tu sais pas combien tu vas avoir de... Voilà, tu peux partir comme ça et... Tu sais pas quand tu vas t'arrêter, bien sûr.
là, tu sais que tu as 3 volumes, donc il faut déjà construire une sorte de dramaturgie sur 3 volumes. Oui, Ça, il y a des codes qui là, fonctionnent, il y des en a codes qui ne fonctionnent pas, quoi. Et là, non, il n'y en a pas, effectivement. Au niveau de la dramaturgie en trilogie, ça fonctionne pas, quoi. Ça, alors ça, c'est pareil, c'est une histoire de point de vue. Est-ce que les spectateurs qui font que Star Wars ait du succès, c'est-à-dire le grand public, est-ce qu'ils s'en ont pas rien à foutre de ça, quoi? Mais c'est pas une question de déconstruction, parce que pour en avoir rien à foutre, il faut que tu aies déconstruit le truc et que tu comprennes que ça y est ou ça y est pas. Je pense que c'est juste une question d'impact. À partir du moment où tu fais un truc qui marche, ben, ça va marcher. Oui. Tu vois, même si c'est basique, ça va marcher. Avatar, c'est basique, mais ça marche. Mais par contre, si tu fais un truc où il n'y a pas de fil rouge, il y a rien tu sens qu'il y a une incohérence, en fait, hein, finalement, dans la démarche du premier film, dans la démarche du deuxième, mais c'est pas cohérent. Oui, mais peut-être que les gens, eux, justement, ils ont pas cette attente, tu vois. S'ils n'avaient pas cette attente, ils n'auraient pas eu ces réactions-là dans le film. Mais moi, je pense que cette réaction, elle est plus due à une mise en scène. Moi, il y a des tas de moments de mise en scène qui m'ont mis très mal à l'aise, parce que c'est pas du tout habituel dans du Star Wars. Quand il va se servir, alors je sais pas si c'est de l'humour noir, si c'est si dedans il y a un message, s'il y a un message par rapport à ce que, oui, voilà, grinçant. Mais quand Luke, par exemple, va se servir son lait à ce genre à l'animal, là, ce genre de marsouin, je sais pas quoi, bizarre. Enfin, marsouin. Ouais, marsouin. Ah, Batman, quelle noblesse dans le geste chevaleresque de ce marsouin. C'est super malaisant, enfin malaisant, je suis canadien. Enfin, ça provoque un malaise, c'est drôle parce que ça te provoque ce malaise, et en même temps ça te change toute la tonalité du film, et c'est intéressant parce qu'on sent que Luke est devenu autre chose, et en même temps tu te dis le film est en train de basculer dans quelque chose auquel je suis pas habitué. C'est ça qui fait la force de ce film, je trouve. Il y a des tas de passages comme ça. Tu prends l'exemple du truc où il va traire la sorte de vache spatiale. Il y en a des tas de passages comme ça. Pour moi, ça fait partie, je le mets dans le même domaine que tout l'humour du film, qui me fait penser que ce film, c'est une parodie à la folle histoire de l'espace. Ah non, tu exagères. Je veux dire, bah si, quand ils vont... beaucoup quand même. Attends. Mais non, mais attends, je suis désolé, mais à un moment donné, dans le film, ils vont dans le pressing de l'Empire. T'as un plan sur une sorte de ça m'a fait rire. Mais moi, ça m'a fait pitié. Non, là, je suis d'accord avec toi que ce truc-là, ça fait folle histoire de l'espace. Je suis d'accord. Oui, mais est-ce que ça t'a pas fait rire? Le début avec Poe qui se fout de la gueule de Hux, c'est pareil. J'ai l'impression de voir le petit Dark Vador de la folle histoire de l'espace. Ça, je trouve ça très bon. Ah non, mais si, parce que Hux, c'est un personnage, c'est ce genre de personnage que tu aimes détester. C'est le méchant, un peu caricatural, bête. Il y a des manières de le faire beaucoup plus autre, enfin Star Warsienne, je sais pas. L'humour dans Star Wars c'est vachement important, je suis d'accord, mais à ce point-là, c'est beaucoup trop. Le ton qu'il y avait dans l'humour de Star Wars, c'était un humour années 80. Je veux dire, ça a évolué. Dans la prélogie, ça marchait pas trop l'humour. C'était pas drôle du tout d'ailleurs. Jar Jar Binks, il m'a jamais fait rire, moi. Quand t'as Rey qui arrive et qui donne son sabre laser à Luke et qui le balance en mode Osef, je suis désolé, mais pour moi c'est une parodie. C'est genre, ça y est, dans le film. Non, moi ça m'a dérangé. Dans le film précédent. Je t'interroge, pourquoi il fait ça? Non, moi je me suis dit juste. Il y a un côté humoristique là-dedans. Bah oui, il y a un côté troll. Moi je pense que c'est un film qui est fait pour te troller aussi. Mais je pense que c'est le problème. Mais non, au contraire, parce que moi j'avais cette attente, c'est-à-dire pas l'attente du troll. Cet exemple-là, je vois ce que tu veux dire, et quelque part tu as raison, mais en même temps cet exemple-là, ça arrive assez rapidement dans le film. C'est pas le tout, mais ça arrive tout le temps dans le film. Non, mais l'exemple du coup du sabre laser, je pense qu'il est sur le début du film, et je pense qu'il est justement le premier truc qui va bien te dire le passé. Voilà. Sans branle. Et je pense que visuellement c'est assez choc. C'est un troll de départ. Je pense que c'est vraiment fait pour ça. Pour l'anecdote, je comprends ce que tu veux dire et t'as peut-être pas tort quand même. Pour l'anecdote, t'as raison. Salaud. Pour l'anecdote, donc je suis allé voir là avec mes enfants cet après-midi, pardon, et j'ai dit voilà parce que moi vous allez voir si vous arrivez à le voir. Rappelle l'âge. Vous verrez. Donc 6 et 8 et 9 ans bientôt. Donc, le mec il doute. Non, parce qu'avoir 9 ans. Non, il l'a eu, là. Hier, je suis con, vraiment, il l'a eu. Bon, alors 9 et les enfants ce matin. 9 et 6. 3. Donc 9 et 6 ans. Donc j'ai demandé aux enfants, voilà,
moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont par rapport aux attentes qu'on avait par rapport au 7, vous vous souvenez comment il finit le 7 Alors, mon fils, il me dit, oui, elle tend le sabre laser et tout, machin. Je dis, oui, alors du coup, qu'est-ce qu'il va en faire, lui, qu'on se pose la question, quoi. Est-ce qu'il va le prendre, est-ce qu'il va redevenir un héros, ou est-ce qu'il va le prendre, qu'il va engueuler Rey, est-ce qu'il va engueuler Rey parce qu'en fait il est pas content de la voir venir ici, à ton avis qu'est-ce qu'il fait? Il le jette dans l'eau. Donc, en plus d'être mal écrit, ce film est totalement prévisible. Encore pour même les enfants de 6 ans d'avant. Non mais il m'a fait une blague en fait. Oui, mais c'est intéressant parce que effectivement il y a de l'humour là-dedans. Il y a de l'humour. Mais par exemple, regarde, tu vois ce petit truc dont on a fait un foin. Ton gamin a voulu se moquer du film et en fait il avait raison et ce film se moque de nous. Quoi. Donc voilà, le film a de l'humour, comme ton fils l'a remarqué. Et effectivement, ce petit animal dont on a déjà fait tous un foin, on avait tous fait un foin à l'époque de la promo, le porg. Le pingouin, ouais. Le porg, qui est l'animal... balance son porg. C'est l'Ewoks. C'est l'Ewoks, c'est le Jar Jar Binks. Mais pendant tout le film, il se fait malmener, cet animal. J'adore ça. Un moment, c'est Chewbacca qui veut manger sûrement un des parents de l'un. Bon alors, c'est l'humour un peu puéril, on est d'accord, celui-là. À un moment donné, dans le vaisseau, il est en train de se rendre mignon, on va dire. Il fait son moment kawaii. Et Chewbacca le vire parce que c'est un moment où il y a un enjeu important. Mais à quoi ça sert? Mais ça détruit le comic relief. Mais non, tu vois, ça détruit cet animal qui est censé être mignon. Il se prend les vitres. Ça détruit tout le côté mignon. Ça détruit ça, mais ça va quand même leur donner un sacré prétexte pour vendre plein de peluches, encore une fois. Oui, mais au moins... on a joué sur ça. Mais ça donne l'impression... Alors, je sais pas si c'est le cas... C'est super hypocrite. Non, mais bien sûr. Ah oui, on s'en fout, c'est le jeu. Mais non, on s'en fout pas, bordel. Mais non, mais c'est au contraire, c'est un message, c'est un truc rigolo que tu peux envoyer aux gens qui en ont marre aussi de voir des trucs comme ça dans Star Wars, quoi. Ouais, du coup, ils vont acheter la peluche et puis bah non, nous on va pas l'acheter. Nous on l'aurait pas. Mais ceux qui ont compris le message, que peut-être, on ne sait pas si c'est vraiment le réalisateur qui a voulu mettre ce message-là. Ou maltraité quand même. Mais c'est possible. Et du coup, si c'est vraiment le message qu'il a voulu donner, moi j'ai pris comme ça. Quoi. Moi aussi, je trouve ça. Bah, déjà à la base, nous on n'est pas ce genre de personnage qui aurait acheté le porc parce que déjà il nous énervait avant. Mais de le voir se faire maltraiter pendant le film d'une manière un peu humoristique ou cruelle, un peu. Il y a un côté un petit peu, regardez, cet animal qu'on vous refourgue à chaque épisode de Star Wars, mignon et compagnie, que vous en avez marre, ben nous on s'en moque aussi. Et je trouve ça sympa l'idée. Tu vois, alors c'est pas. Pas l'idée. À chaque épisode, à part les Ewoks, je vois pas quelle autre créature. Bon, déjà il y a R2D2 et C3, surtout C3PO, qui est assez insupportable souvent. Mais ils sont pas kawaii. R2D2 à la limite, R2D8 à la limite, mais BB8, oui. BB8 ils ont fait des jouets. Et tu verras que pour le 9, ils auront un jouet aussi. Moi, j'ai jamais eu autant de plaisir que quand C3PO se fait défoncer dans leur pire contre-attaque. Il a un morceau et que Chewbacca le tient et qu'il met la tête à l'envers. Ah oui, ça fait du bien. Tu vois, putain, enfin, il ferme sa gueule, quoi. C'était agréable. Il ferme pas sa gueule. Non, après, il le réveille. Ah, mais au moins, là, il est... Et j'ai aussi... Putain, mais qu'est-ce que c'est bon, ces trucs d'humour, d'ailleurs. Putain, mais quand tu le compares avec les trucs... Mais je suis d'accord. Chez Jabba, et que les robots se font torturer à l'envers, et que tu te dis, putain, j'espère qu'ils vont faire ça, cette 3PO. Je suis d'accord, c'est bien l'humour et tout, mais là, dans ce film, c'est beaucoup trop. C'est vas-y, on met des caterpillars. D'accord que pour certains endroits, c'est vraiment forcé. Par exemple, justement, le coup tout le temps. Le coup où Chewbacca il bouffe le machin, c'est un peu forcé. Il y a beaucoup de trucs forcés. C'est le même système qu'avec les Marvel. C'est genre, on va vous promettre. Non, mais on va vous promettre des trucs de ouf dans la bande-annonce, vous allez pas en revenir. Et quand vous êtes devant le film, tout ce que vous avez, c'est des blagues à 2 balles qui vont tout casser. Et voilà. Mais ça a toujours été un peu l'esprit comics. Enfin. Il n'y a jamais eu de hyper premier degré. On va pas partir sur Marvel là. Oui, voilà. Non, mais bon, mais ce que je veux dire, c'est que ce film-là, il nous annonçait de l'ampleur, des trucs vraiment marquants, et au final, on n'a rien de marquant. Ah si, moi j'ai. Mais on n'a jamais eu de trucs marquants depuis 25 ans dans Star Wars. Moi, depuis que l'étoile noire s'est fait détruire dans le 6, il n'y a plus rien qui m'a marqué moi, dans Star Wars. La course de Podress, l'invasion des Troopers. Attends, si, la course de Podress, c'était avec ce petit garçon qui joue super. Alors je rappelle que j'adore les enfants acteurs. Moi. Ouais, c'est horrible. Non, mais tu peux pas nier le fait que la course de Podress, on voit même pas Anakin dans la course de Podress, on voit que des plans larges. Oui, on le voit avec son casque. De temps en temps, voilà, il ne parle pas. Ouais, mais elle m'a pas fait rêver. Elle est putain de géniale. L'invasion des clone troopers dans le 2,
à peu près tout le film de la Revanche des Sith, que moi j'adore ce film-là. Je veux dire, des éléments marquants dans les Star Wars, il y en a toujours eu, et je trouve que dans le 8, il n'y en a pas un seul. Mais moi, ce qui je trouve marquant, moi, il m'a plus marqué le 8 que les 25 ans quoi, de Star Wars. Tout le retour, en fait, à quelque chose de profondément mythologique, en fait. Ouais, voilà. C'est tout ça qui m'a marqué, parce que c'est toujours ce qui m'a plu dans Star Wars. C'est toujours le fait que ça raconte une mythologie. Et quand, à partir du moment où la mythologie se transforme en religion, c'est là où je décroche un petit peu du truc, quoi. Par contre, le côté, voilà, on récupère les mythes ancestraux et compagnie, et là on revient en fait à un aspect mythologique, même si c'est pas tout à fait le même. C'est exactement ça. On en avait parlé. Vas-y. Moi je voulais juste revenir sur le fait que t'aimes pas les vannes, et que je peux tout à fait comprendre, parce qu'il y en a qui sont lourdes. Mais bizarrement, même des lourdes, il y en a qui ont super bien marché à moi. Quand Kylo Ren veut atomiser Luke, mais d'une force, on sent une rage, une haine. Alors là, le côté obscur, il s'exprime bien, quoi. Et c'est limite très drôle la façon dont ça s'acharne. Tu vois, et le premier jet, en plus, on dirait qu'il y a une grosse gerbe de sang, parce qu'il y a un côté un peu graphique avec je pense que c'est la seule raison pour le côté rouge, en fait. C'est la seule ouais, voilà, je pense moi aussi. Mais du coup, ça marche bien. Pour donner l'impression qu'il meurt. meurt. La mise en place du mec qui marche, l'autre qui fait. Oh, en fait, je sais plus du quoi. sel. En fait, c'est parce qu'il y a du Ouais. sel. Le truc, le mec, il l'aurait jamais dit. Voilà, on le sait. Moins crédible Mais bon, de l'univers. Ah, niveau dialogue, il y a des trucs. À la limite, on s'en fout. Mais non, mais du coup, c'est un fusil de Chekhov. Je crois que ça sert qu'à ça au final. Oui, ça sert. Mais après, tu sais, une fois que ça a bien atomisé et que même Hux lui dit, oh, je crois que ça suffit, il est mort. Et nous, les spectateurs, on se dit, putain, il est allé fort. De voir Luke apparaître et de faire juste. Mais j'ai trouvé putain, ça voilà. nulle part. Tu vois, regarde, il a eu la même réaction. Moi, j'étais ça, ça. Ouais, c'était entre le jouissif et le cynisme. Moi, ça m'a pas marqué pour deux raisons. Même toi, tu as ri, Sylvain. Je me souviens. Vous avez du coup adoré. Moi, j'ai trouvé ça cynique. Tout pourri le coup de l'explosion machin, parce que je croyais pas une seule seconde qu'il allait prendre non plus. C'était tellement pas une visible. seule. Donc ça dure un quart d'heure, ils font du suspense. Je trouvais ça raté en fait. C'était pas du suspense, c'était de Par contre, j'ai adoré le. Ouais. Parce que j'adore. Mais moi, j'adore en humour les personnages qui se la pètent. Donc là, quand il est là, il fait. Qui se la pète trop. Ouais, c'est ça. On est dans le cynisme, on est dans le genre. Mais du coup, on a les trois versions. On a Elliot qui a pas du tout aimé, vous avez aimé, et Ouais. moi, je suis un peu entre les deux. Toi, tu es entre les deux. Non, mais bizarrement, moi, Juste un truc, parce que. je dis ce que j'ai aimé. Il faut dire que les les dialogues. Enfin, il y a beaucoup de dialogues qui sont vraiment moisis. Oui, bien sûr. Putain, carrément. Et justement, dans ce côté trop explicatif, quoi. Par exemple, le tout début, Hux, c'est ça, c'est Hux. Hux. Il dit, oui, alors le premier dialogue qu'il dit, c'est, oui, je reçois les ordres de l'empereur directement et on va tuer la flotte. Mais putain, mais de l'empereur, pas de l'empereur, mais. Et lui, il a la moitié de ses phrases, ça sert à rien. Il est là pour être ridicule. Il te raconte ce qu'il y a à l'écran. On comprend que c'est le mec de Nouvel Ordre. Pourquoi il a besoin de dire qu'il reçoit ses ordres du grand chef en personne, quoi? Non, mais parce que je pense qu'il y a une envie de le rendre ridicule. C'est une note d'intention, moi, je pense. Il y a une vraie note d'intention. Franchement, là, je suis pas sûr parce que c'est plus mal fait. Tu crois? Ouais, que drôle, quoi. C'est même pas drôle. Hein, non, c'est pas drôle. Je pense que la note d'intention, c'est de le rendre risible. C'est juste que la cible principale de ce film-là sont les enfants et il faut leur expliquer les choses, c'est tout. C'est pas plus con que ça. Enfin, voilà. Tous les Star Wars, ça a été les enfants, nous on les a découverts. Oui, non, bien sûr. C'est pas pour. Là, on atteint le Seigneur des Anneaux, là, niveau surexplication. Ah, il avait envie. Moi, l'un des autres problèmes que j'ai avec ce film, c'est le fait le nez que. de Galadriel. Et on en avait parlé entre nous sur Facebook. Le problème, c'est que. Il y a eu des setups qui ont été faits et aucun payoff. Et il y a eu des payoffs qui sont faits dans le film sans aucun setup. Et pour moi, ça me paraît aberrant. Tu vois, c'est quoi, par exemple, comme payoff sans setup? Par exemple, Finn, c'est un setup. Finn, à la base, avec Phasma. On est d'accord? Il n'y a jamais eu de payoff. Ouais, c'est vrai. Oui, pareil. Jamais. On ne sait pas. À quoi ils servent? Voilà. On sait pareil avec Snoke, tu vois. Alors tu vas me dire, oui, c'est pour déconstruire parce qu'en fait, on s'en fout et tout. Mais je veux dire, encore une fois, ça participe au fait que ça rend pas l'événement marquant. C'est parce que Snoke, on connaît rien de ce mec. C'était un des plus gros. Qu'est-ce que tu connais de Palpatine dans la première trilogie? Mais alors, c'est moi qui l'avais marqué sur Facebook. Alors je vais te répondre ce que j'ai répondu. Dans le 1, qu'est-ce qu'on connaît de Palpatine dans la première trilogie? On s'en fout parce que la première trilogie démarre de zéro, tu vois. T'as pas besoin de mettre du background pour expliquer quelque chose qui déjà est tout neuf. Alors que dans la post-logie de là maintenant,
on démarre de l'épisode 6 et il faut remplir un vide. Sauf que Snoke, c'est l'empereur, c'est ça que tu comprends pas. Mais non, c'est l'empereur, donc il n'a pas de background c'est pas l'empereur à la base. C'est pas l'empereur, c'est pas l'archétype, c'est l'archétype dans l'empereur. Et alors, c'est un personnage à part entière, il faut quand même qu'on puisse... C'est l'archétype de l'empereur dans la première trilogie. Il faut quand même qu'on puisse comprendre comment le grand... Comment s'appelle le nouvel ordre est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qui se passe entre ça et la résistance, la Nouvelle République, et par conséquent, comment Snoke, qui est ce personnage, comment est-ce qu'il arrive au pouvoir, d'où est-ce qu'il vient, c'est important. Tu peux pas dire on va pas l'expliquer parce que c'est l'archétype de l'empereur et parce que dans la première trilogie on s'intéresse sur l'empereur, là on n'a pas besoin forcément d'expliquer. Si, on a besoin parce qu'on part des bases de l'épisode 6 et il faut quand même que nous en tant que spectateurs on puisse raccrocher. Malheureusement, tout ce qui ça existe avant. Le problème en fait c'est que c'est un personnage symbolique. Et que du coup c'est compliqué à accepter parce que d'un point de vue non symbolique il manque un truc. C'est exactement comme le fait de ne pas donner de finalité à des actions. C'est pas que symbolique. C'est symbolique, mais le problème c'est qu'il manque un truc. C'est pas que symbolique, il y a du concret. Je veux dire, parce que moi je pense que vous oubliez un truc là, c'est que l'empereur dans la trilogie originale, il met 3 films à le crever. Dans le premier film, tu le vois pas, je crois. Non, oui, mais dans le deuxième, tu commences à voir des apparitions. Et dans le troisième, là, il prend encore. Mais pendant 3 films, on te répète que le mec, c'est le grand méchant, il fait très mal et tout. Là, on a juste Snoke dans quoi, une scène ou deux en apparition de merde dans le précédent. Et tu l'aurais pas mis, ça aurait été pareil. Il peut pas être vu indépendamment de l'ancienne trilogie. Et d'un seul coup, tu as un personnage qui finalement t'est présenté réellement dans ce film-là, dans le 8. On a ça. Et il meurt direct comme une merde parce sans rien. Que c'est un archétype. Ce qui veut dire qu'il ne servait à rien. Parce que c'est juste la symbolique d'un archétype. Mais attends, juste un truc. Ça me dérange tout à l'heure. On a ça, et aussi tu dis que le Snoke c'est un archétype et tout, on n'a pas besoin. Mais Snoke, dans le film, il a des actions concrètes qui ont besoin d'être expliquées, notamment comment est-ce qu'il a réussi à accaparer Ben Solo, et comment est-ce qu'ils ont créé ensemble l'ordre des Chevaliers des Rennes. Mais ça sera dans le 10, 11, 12. Le problème, c'est que les Chevaliers des Rennes, on les revoit pas, on les voit dans un flashback, et puis ensuite on les oublie totalement. Ouais, mais c'est ce qui s'est passé pour la prélogie, c'est-à-dire on t'explique dans la prélogie tout le 4, 5, 6. Donc pourquoi pas là dans le 10, 11, 12. Alors je cautionne pas, je trouve que c'est merdique comme idée. Mais pourquoi ils le feraient pas ? Ils sont aux abonnés absents, je veux dire. À la fin du Chevalier des Rennes, je suis d'accord qu'il y a un moment. À la fin du 8, Kylo Ren, il est tout seul, il n'a pas ses chevaliers avec lui. Par rapport à Kylo Ren, c'est pas un problème. Par rapport à la prélogie, on ne sait pas non plus comment l'empereur il a. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Il a fallu ils ont fait la prélogie pour justifier le 4, 5, 6. Je le vois, mais pas dans la prélogie. Non, je dis tout le temps la prélogie, mais je veux dire la trilogie originale. Dans la trilogie, on le voit pas, mais c'est expliqué. C'est expliqué, on sait que Dark Vador avant c'était Anakin Skywalker qui s'est fait influencer par Palpatine, mais non, je te parie. C'est Palpatine, c'est Snoke qui a influencé. Si dans l'épisode 9 on apprend enfin qui était Snoke, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça, pourquoi pas, je suis prêt à pardonner tout ça. Si on l'apprend pas, ça reste. T'as pas compris le message du film. Non, on s'en bat les couilles. Non, on s'en bat pas les couilles. On en parlera jamais, c'est fini. On s'en bat pas les couilles. On en a besoin pour la cohérence dans une saga, on en a besoin. Je pense que si c'est J.J. Abrams, il le fera parce que lui il est pas méta comme ça. Ouais, mais je pense que ça peut être intéressant quand même d'expliquer peut-être à quel moment. Tu vois, tu fais mon flashback. Mais vraiment les couilles. Mais moi aussi finalement. Mais je me dis, ça fait pas. C'est bonus, c'est le Kinder Surprise quoi. C'est-à-dire le chocolat il est bon, c'est 8. Et puis hop, dans le 9, t'as le petit truc, tu dis oh ouais, pourquoi pas, allez.